Un événement domine l'actualité de ce jeudi. Humilier les morts pour terroriser les vivants, s'attaquer à la mémoire et aux souvenirs et tuer les gens une deuxième fois, c'est véritablement le choc ce soir en France après la profanation de tombes juives au cimetière de Carpentras. Un acte sans précédent, on a brisé des pierres, on a même exhumé des corps. Acte barbare qui n'a pas été revendiqué. Sur place, les policiers n'ont pratiquement trouvé aucune trace et pas d'inscription. Les réactions sont unanimes pour condamner. Beaucoup évoquent un climat actuel qui incite à de tels actes de haine. Nous allons y revenir. D'abord, les faits. Commentaire Jean-Marc Pitt, images de nos équipes de reportage. C'est en venant se recueillir sur les tombes de leurs morts que des habitants de Carpentras ont découvert l'horreur dans le cimetière israélite de cette commune. Le cadavre d'un homme récemment inhumé avait été déterré et empalé sur un pied de parasol. Une trentaine d'autres tombes ont également été profanées. Marbre brisé, socle soulevé, mais apparemment aucune inscription antisémite. Les parents des occupants de ce cimetière sont aussitôt accourus pour constater le sinistre. Dans leur bouche, la consternation. C'est plus facile de s'attaquer à un mort qu'à un vivant. C'est spectaculaire, disons, certaines tombes, là. C'est plus de la rigolade, là. Ce sont des gens, ce sont des débiles mentaux. S'attaquer à des morts, je vais vous dire une chose, il faut être vraiment bas sur terre. Et ces gens-là, je vais vous dire une chose, si vraiment il y avait une justice, ils devraient remplacer les morts. Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, en visite à Nîmes, a tenu à réagir avant même de se rendre sur place. Nous pensions que des abominations racistes et tout simplement des abominations qui sont des crimes contre l'humanité ne pouvaient pas se produire dans notre pays. Hélas, elles viennent de se produire à l'égard de morts, à l'égard de dépouilles mortelles, pas seulement à l'égard de tombeaux. De tels actes de profanation barbare, criminels aux yeux de ce que l'humanité a de plus spécifique, qui est le respect de la personne humaine, demandent une condamnation solennelle et indignée qui s'exprimera, j'en suis sûr, à travers la France dans les heures qui viennent. Dans la communauté juive de Carpentras, l'une des plus anciennes de France, on ne souffre guère de l'antisémitisme. On y a d'autant plus de mal à comprendre cet acte. Ce soir, il n'a toujours pas été revendiqué. Madame, monsieur, bonsoir. À Carpentras, dans le Vaucluse, on ne comprend pas. On ne comprend pas ceux des inconnus qui ont profané le cimetière juif. Dans cette ville vit une communauté juive depuis le XIIIe siècle. Elle est même une cité historique du judaïsme français. Cette communauté est parfaitement intégrée et jamais il n'y a eu d'incident. Dans la ville, on dit ce soir incroyable, absurde, dégueulasse. Il n'y a pas de mots. Au total, ce sont plus de 30 tombes qui ont été saccagées. Pierre Joxe, le ministre de l'Intérieur, s'est immédiatement rendu sur place pour dénoncer une abomination raciste. Marcel Tria. Un acharnement morbide. Le corps d'un homme de 81 ans, décédé il y a 15 jours, exhumé de sa tombe, arraché à son cercueil et empalé sur un manche de parasol. Les mots semblent dérisoires pour qualifier cet acte découvert par deux femmes qui traversaient ce matin le carré juif du cimetière de Carpentras. 33 autres tombes israélites ont été plus ou moins endommagées. Les profanateurs ont sans doute agi dans la nuit de mercredi à jeudi. Les enquêteurs ont relevé les traces de chaussures d'au moins 4 personnes. Le ministre de l'Intérieur, Pierre Joxe, qui se trouvait dans la région pour y présenter son plan anti-incendie, s'est rendu dans l'après-midi à Carpentras pour témoigner aux membres de la communauté juive l'indignation du gouvernement. De tels actes de profanation barbare, criminels aux yeux de ce que l'humanité a de plus spécifique, qui est le respect de la personne humaine, demande une condamnation solennelle et indignée qui s'exprimera, j'en suis sûr, à travers la France dans les heures qui viennent. Dans la nuit de lundi à mardi, déjà, des inscriptions antisémites avaient été tracées sur les façades de plusieurs magasins d'Avignon. Jude, Raus, les Juifs dehors, les mêmes mots qu'à Nuremberg en 1933. Madame, monsieur, bonsoir. Il y a aujourd'hui un sentiment d'accablement que traduisent les réactions venues des hommes politiques, bien sûr, mais aussi de tous ceux, dignitaires religieux ou simples citoyens, qu'une caméra ou qu'un micro a écouté à Carpentras ou ailleurs. Accablement devant la profanation du cimetière juif de Carpentras,
et face à cet antisémitisme parfois banalisé dans la société française. La classe politique se retrouve dans le consensus de l'indignation. La condamnation est unanimement partagée. Sur place, il y a l'émotion des familles et la succession ininterrompue des officiels. Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Le chant des familles juives pour pleurer les morts d'Auschwitz, comme si Carpentras avait remonté le temps cet après-midi. Pour témoigner de leur solidarité, Pierre Mauroy, François Léotard, Jean-Claude Gaudin, Jacques Lang, Harlem Désir, les mêmes mots, la honte, l'horreur, l'inquiétude. Une famille meurtrie, celle de Maurice Benassaya. Sa mère, sa femme sont enterrés ici, c'était leur havre de paix. La révolte monte face à la lâcheté anonyme et toujours la crainte de l'oubli. C'est une catastrophe, c'est une véritable catastrophe pour nous. Nous ne pensions jamais qu'une ville remplie d'histoires juives comme Carpentras puisse subir et qu'on puisse profaner son histoire sainte. Parce que Carpentras est un exemple pour le judaïsme français et pour le judaïsme européen. Il faut que tous les jeunes se lient pour lutter contre l'ignorance et contre la médisance. En luttant contre l'ignorance, ils lutteront en même temps contre la médisance, contre la calomnie, contre la violence et contre la haine, qu'elle soit une haine gratuite ou une haine raciale. Mais qui pourra ignorer, ne plus se souvenir que cet homme a été sorti de son tombeau, empalé sur un pieu. Une seconde mort, son épouse ne l'accepte pas. Ça brise tout. Pour moi, tout est brisé. Déjà que j'ai perdu mon mari, et après ça, de le voir qu'on l'a empalé, ça, je ne peux pas me le mettre dans l'idée, je peux pas. Et ça, c'est du racisme. Pour l'instant, on ne peut accuser personne, mais il y est cette histoire. Alors, celui qui a l'esprit faible, il interprète les mots lorsque quelqu'un parle. Ils interprètent les mots à leur façon, et ils font le mal. Il a choisi de rester seul face à sa douleur. Ce soir, au cimetière juif de Carpentras, restent quelques fleurs et une immense indignation. Jacques Chirac, de son côté, se rendra à la synagogue de la rue Ancel, à Neuilly-sur-Seine. Cet engagement particulier des principaux leaders politiques français montre que cette affaire les mobilise dans l'indignation. De la droite à la gauche, on semble choqué par ce qui s'est passé hier et par ce que cette profanation révèle de la société française. La montée de l'intolérance dans notre pays depuis une dizaine d'années oblige tous les hommes politiques à s'interroger sur leurs propres responsabilités. Ont-ils toujours fait tout ce qui était nécessaire pour empêcher le développement de ce fléau? Ce n'est pas aujourd'hui que j'apporterai une réponse, ce n'est pas le moment, mais je ferai à ce sujet des commentaires et des propositions. Et d'autre part, je veux dire que toutes les Françaises, tous les Français, et je pense plus particulièrement aux jeunes qui font la société de demain, doivent se considérer comme d'abord obligés à une grande vigilance, mais aussi comme en charge du retour nécessaire à l'esprit de tolérance, à l'esprit de fraternité, sans lesquels il n'y a pas de paix civile, il n'y a pas de démocratie. Au-delà de la condamnation qui, je l'espère, frappera un jour les coupables lorsque la justice aura pu se saisir d'eux, il y a la condamnation à porter sur tous ceux qui contribuent à ce climat de haine, qui y contribuent en particulier par des déclarations racistes, antisémites, d'intolérance, et qui créent une banalisation de quelque chose qu'on ne doit plus voir dans le monde, qu'on ne veut plus voir en France, et que nous avons connu, hélas, pendant la guerre, à une époque où il y avait même des lois anti-juives. Nous ne voulons plus voir ça ni dans la loi, ni dans la politique, ni dans la réalité de notre pays, ni dans le monde. Et pour cela, il faut
combattre le racisme et ceux qui expriment des idées qui conduisent à de tels actes. Carpentras, ce n'est pas la première fois ces 10 dernières années. Plusieurs cimetières juifs ont été profanés et on trouve souvent sur des façades dans toute la France des graffitis qui disent « Forisson a raison, celui qui nie l'existence des chambres à gaz » ou encore « Les juifs dehors ». Anne Poncinet. Décembre 83 à Bichem dans le Bas-Rhin, 40 tombes renversées dans le cimetière israélite. Le Bas-Rhin Lederer affirme avoir vu les auteurs, de jeunes vandales, dit-il. Une semaine avant, le même cimetière avait déjà été saccagé. Le problème actuel est beaucoup plus à mon avis, l'indifférence ou le quasi manque de réaction des gens devant quelque forme de brutalité qui peut se provoquer, qui peut s'exercer. Aucune réaction n'aura permis en tout cas d'éviter qu'un scénario semblable se reproduise un an plus tard à Nice. 64 tombes détruites à coups de masse. Cette fois, les auteurs viennent de la mouvance d'extrême droite. En 88, la série continue en Alsace. En avril, à Weiterswiller dans le Bas-Rhin. 90 tombes sont renversées dans le cimetière israélite. 3 adolescents seront présentés au juge pour enfants de Strasbourg. Un mois après, c'est le cimetière de Sarre-Union, dans le même département, qui est touché. Ici, c'est la 2e fois en 2 ans. Ça me fait pas peur, mais j'ai peur de cette résurgence d'antisémitisme qui se remet en marche un peu partout, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que ça veut dire. D'autres encore. L'an dernier, dans le Pas-de-Calais, les inscriptions nazies dans un cimetière saccagé. 2 jeunes gens avouent, ils se réclament de l'idéologie extrémiste des skinheads. Dans l'Est, le Midi, les Hauts-de-Seine ou ailleurs, cette semaine encore à Wissembourg, la liste des cimetières profanés est longue, mais jamais on n'avait atteint l'horreur découverte hier à Carpentras. Alors pourquoi Carpentras? Sans doute une cible symbole dans une région où l'établissement des Juifs remonte au 1er siècle. Depuis, leur présence y est permanente. La ville fut même à un moment donné de son histoire baptisée la capitale des Juifs du Pape. L'histoire avec Isabelle Stès. Place de la Juiverie à Carpentras, la plus ancienne synagogue de France. Un monument historique édifié au XIVe siècle, aujourd'hui symbole de la continuité juive. Ici, la communauté a toujours pratiqué son culte en toute liberté. Ses racines dans la région remontent probablement au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais c'est surtout au XIVe qu'elle trouve à Carpentras son havre de paix. Persécutés à cette époque, les Juifs n'ont pas le droit de vivre en France, mais le comtat venessin, dont Carpentras est la capitale, est placé sous la protection papale. Ces Juifs du Pape trouvent alors ici une tranquillité toute relative. S'ils ont le droit de pratiquer leur culte, ils ne peuvent posséder des immeubles et des terres. 600 à 700 familles sont regroupées dans des ghettos. Des ghettos qui deviennent de véritables centres culturels. Carpentras est alors baptisé la Jérusalem du comtat venessin. Après la Révolution, les Juifs retrouvent leurs droits de citoyens et se dispersent à travers la France. La communauté se reconstruit avec l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, une centaine de familles aujourd'hui. Mais pour tous, Carpentras reste une terre d'asile. Nombreux sont les descendants des Juifs du Pape qui choisissent d'être enterrés ici, dans ce cimetière, aujourd'hui profané. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 jours après la profanation du cimetière juif de Carpentras s'est déroulée ce matin sur les lieux mêmes une cérémonie empreinte d'une très grande dignité. Le grand rabbin de France, Joseph Citruc, a voulu dans son discours, d'une certaine façon, ramener à la raison. Ne laissons pas dire n'importe quoi, a-t-il affirmé, isolons ceux qui sont antisémites. Et il a conclu en accordant son pardon à ceux-là même qui ont perpétré cet acte criminel. Pardon à leur insu, a dit le grand rabbin, car ces hommes ont montré les limites de leur impuissance et leur incapacité à vivre avec les autres. Reporter Patrice Velay, Jean-François Georgetti. Silence et recueillement. Carpentras, ville morte pour un quart d'heure ce matin, comme associé à la douleur, à la prière de la communauté juive. Au cimetière se pressait une foule jamais vue ici. Plus de 10 000 personnes, hommage et dignité. Une matinée d'émotions pas toujours contenue, trop de souvenirs, trop de révoltes pour se taire. Je ne veux pas, à 69 ans, qu'on me dise assez. Je n'ai jamais parlé. Vous savez ce que c'est qu'Auschwitz? Il faut qu'on sache ce que c'est qu'Auschwitz. Tout brûlait, tout cramait. Alors il ne faut plus jamais ça. Il ne faut plus jamais de racisme. La vengeance ou le pardon? Le grand rabbin Citruc a choisi, au nom du peuple juif,
dans un texte d'hommage à Félix Germont, exhumé de son caveau et violenté cette semaine. Nous venons te demander pardon au nom de la communauté juive, au nom de la communauté nationale, au nom de l'humanité et au nom de tes agresseurs, qu'ils soient, et c'est peut-être leur plus grande peine, associés à leur insu à ce pardon. Ce qui nous importe, c'est que la France démocratique d'aujourd'hui comprenne qu'il ne faut plus laisser faire, que la grandeur d'une démocratie ne se définit pas par la beauté de ses principes, mais par son obsédante quête de vérité. Il disait, reprends courage, l'espérance est un trésor. Invité de notre journal, Monsieur Robert Badinter. Monsieur Badinter, vous n'avez pas encore parlé sur toutes ces affaires. Vous êtes ce soir ici au titre de spécialiste, en tout cas d'un écrivain, d'un homme qui a beaucoup écrit sur ces problèmes de la communauté juive en France et sur les problèmes du judaïsme. Ce matin, on a entendu deux discours. Celui du grand rabbin qui disait justement ne disons pas n'importe quoi sur ces affaires, gardons la raison. On a entendu aussi aujourd'hui Madame Simone Veil qui disait je ne veux montrer personne du doigt avant de savoir ce qui s'est exactement passé et qui sont les criminels. Est-ce que vous pensez, vous, qu'il faut globaliser, comme l'ont fait certains, pour dire qu'il y a vraiment une montée de l'antisémitisme en France, et puis du racisme aussi? Je crois d'abord que le grand rabbin a eu raison. Il faut raison garder. Et par exemple, ce que nous avons vu tout à l'heure, ces violences commises par ces jeunes juifs, eh bien, je les réprouve absolument. Et je considère qu'ils nuisent à la cause qu'ils croient servir. Raison gardée, il faut quand même prendre la mesure de ce qui s'est passé. Il y a indiscutablement une escalade, n'est-ce pas? Quand on voit des actes de cette nature, il faut bien mesurer la démarche. On se réunit, je parle des auteurs de ces actions abominables, ils se réunissent, ils réfléchissent, ils préparent leur horrible mise en scène, ils réunissent les instruments, ils partent la nuit, ils ouvrent les tombeaux, ils cassent le cercueil, ils sortent les cadavres. Je m'arrête là, mais réfléchissez à tous ces actes commis les uns après les autres de sang-froid. Et comment ne pas se dire, ceux qui sont capables de faire cela, où s'arrêteront-ils? Donc, il est certain qu'on est en présence d'un racisme à l'état pur. Il est certain que, même si vous êtes là devant un acte inqualifiable, on ne doit pas généraliser. Oui, et je le dis très clairement, très fortement, pas une seconde. On ne doit pas globaliser, on ne doit pas culpabiliser trop de gens à la fois. Soyons encore plus directs. Disons-le très clairement, la France n'est pas un pays antisémite. L'antisémitisme n'a pas sa loi, sa place en France, mais il y a des antisémites et des racistes en France, et nous en avons vu là quelques exemples. Alors, face à ce problème, que peut-on faire? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de légiférer, de faire des lois, ou bien ça ne servira à rien? Ça peut même avoir là aussi des effets pervers. Non, ce n'est pas moi qui vous dirai jamais que les lois peuvent avoir des effets pervers, non. Et simplement, il faut bien marquer d'une part que l'état de droit en lui-même ne peut pas être l'état de faiblesse. Je veux dire par là qu'il faut appliquer fermement la loi. Mais que dans des problèmes comme celui-là, le vrai débat, la vraie question, elle s'inscrit dans les cœurs, dans les consciences. Et ce dont il s'agit essentiellement, il y aura demain une manifestation, il faut y aller, il faut qu'on voit le maximum de gens unis dans leur refus de ce racisme qui risque de déshonorer la France, et aux yeux de l'étranger aussi. Mais au-delà, c'est le travail d'éducation. C'est la quête obscure, constante de la vérité. C'est le courage de dire la vérité. C'est le courage de rappeler qu'il y a eu des crimes contre l'humanité et qu'on a tué des femmes, des hommes, des enfants. Rappelez-vous les enfants d'Isieux, simplement parce qu'ils étaient juifs. Imaginez, simplement parce qu'ils étaient juifs, ils devaient mourir. De la même façon qu'on est allé sortir ce corps, pourquoi, de cette terre de Provence, parce qu'il était juif. Et là,
vous touchez du doigt la réalité insupportable du racisme et qu'il faut combattre. Je suis content qu'il y ait de toute Voilà part donc pour les éléments nouveaux. Première réaction, celle de Jean Kahn, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF. Écoutez ce qu'il a dit à Strasbourg, à Stefanelli, sur ces nouveaux éléments. Il ne m'appartient pas de me prononcer sur le fait de savoir si le corps de M. Germont a été empalé ou non. Il est suffisamment odieux de constater que le cadavre de ce pauvre homme ait été exhumé et que l'on ait estimé devoir recouvrir son corps d'une étoile de David qui a été prélevée sur le monument funéraire de ce cimetière. Je crois que ce qui compte, c'est que ceci a eu lieu et que le caractère raciste de l'acte a été établi. Par conséquent, tout le reste sera une question de recherche de la vérité. Là, je répète, je fais confiance aux autorités de notre pays. Quoi qu'il en soit, ces éléments nouveaux, bien sûr, ne changent en rien la gravité de ce crime. Seulement, cela amène tout de même à se poser quelques questions. Marcel Tria. Un haut-le-cœur collectif provoqué par des faits spectaculaires. 34 tombes israélites profanées, un cadavre exhumé et ce mot terrible, empalé. Un mot chargé d'angoisse et qui ramène à la surface les horreurs des supplices du Moyen-Âge. L'enquête que nous avons menée à Carpentras et que confirment les propos du procureur général de Nîmes nous permet donc aujourd'hui d'affirmer que le mot empalé ne correspondait pas tout à fait à la réalité des faits. L'horreur est la même, le geste innommable. Mais il s'agirait plus exactement d'une mise en scène macabre d'un acte d'injure, comme il y a des mots d'injure. Le piquet n'était pas enfoncé dans le corps, mais avait été placé dans la position de l'empalement comme pour insulter la mémoire de M. Germont et par personne interposée, toute la communauté juive. Nous sommes les premiers à déplorer d'avoir à étaler ainsi des détails aussi morbides. Mais nous nous devons ce soir de poser solennellement plusieurs questions aux fonctionnaires de la police judiciaire, aux magistrats en charge de l'enquête et au ministre de l'Intérieur. Le mot empalement ayant été employé à tort dans l'émotion des premiers moments, pourquoi les enquêteurs n'ont-ils pas rectifié leur premier communiqué lorsqu'ils ont eu connaissance des faits exacts? Pourquoi, quelques heures à peine après la découverte de la profanation, le ministre de l'Intérieur a-t-il ordonné le blackout total, non seulement sur l'enquête, ce qui est légitime, mais aussi sur la description véridique des faits constatés par les policiers, les magistrats et le médecin légiste? Dans le même temps où les autorités incitaient à juste titre les Français à se mobiliser, elles ne les jugeaient pas dignes d'être informés précisément et complètement sur la réalité de l'événement. À la lumière des dernières révélations, la révolte collective provoquée par la profanation de Carpentras demeure parfaitement justifiée. Mais on ne peut à la fois faire appel à la responsabilité des citoyens et refuser de les traiter comme des adultes. Madame, Monsieur, bonsoir. Du nouveau donc dans l'affaire de la profanation du cimetière de Carpentras. 4 suspects ont été interpellés, dont 2 seraient passés aux aveux. Certaines des personnes interpellées seraient proches du PFNE, le Parti nationaliste français et européen, un groupuscule d'extrême droite. Enquête, Valérie Hermite, Alban Micossi. Le Festival d'Avignon se termine cette semaine, mais le coup de théâtre est venu de l'hôtel de police. Dans ces locaux, les enquêteurs de la PJ gardent à vue 4 personnes soupçonnées d'être impliquées dans la profanation du cimetière juif de Carpentras, intervenue il y a 6 ans. 6 ans que Madeleine Germont se bat avec ténacité pour que l'on sache enfin qui a exhumé le corps de son mari. Aussi, à la nouvelle des arrestations, a-t-elle du mal à cacher son réconfort. Je suis très contente. Dans mon malheur, je suis très contente. Il a fallu plus de 6 ans pour trouver les coupables. Et j'espère qu'ils vont être punis, sévèrement punis, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à un mort. À l'origine de ce coup de filet, le travail des RG d'Avignon, qui aurait localisé dans cette résidence universitaire l'un des profanateurs présumés. Il aurait passé des aveux précis et circonstanciés et semble issu au moins partiellement du milieu skin. Au départ, c'était une mode. Il y avait des skinheads d'extrême droite, il y avait des skinheads d'extrême gauche, il en reste toujours. Et puis au fil des années, cette mouvance s'est politisée et ne reste plus aujourd'hui sur le devant de la scène que les éléments les plus radicaux qui sont très nettement des adeptes de l'idéologie néo-nazie. Une 5e personne, un jeune homme, aurait été arrêté par la gendarmerie dans les Pyrénées-Orientales. Il est lui aussi entendu à l'heure actuelle à Avignon. Aucun de ces jeunes ne semble originaire de Carpentras, ville où on est tout à la fois surpris et soulagé de ce nouveau rebondissement.
Les faits, on l'a dit, remontent au 10 mai 90. 34 sépultures avaient alors été mises à sac et le corps d'un homme exhumé. Depuis plus de 6 ans, l'enquête est allée d'impasse en faux rebondissement. Rappel signé Michael Darmon et Valérie Hermite. Nous sommes le 10 mai 1990 et ce que vont découvrir 2 femmes dans le cimetière juif de Carpentras va bouleverser la France entière. Ils ont creusé, ils ont sorti le cercueil, ils ont cassé le cercueil, ils ont sorti le mort, ils l'ont déshabillé de son linceul et ils l'ont exposé sur une tombe. Pierre Joxe, alors ministre de l'Intérieur, se rend immédiatement sur les lieux. Lui a déjà son idée sur les coupables. Je dénonce donc le racisme, l'antisémitisme, l'intolérance. L'affaire devient alors une affaire d'État. Le 14 mai à Paris, toute la classe politique manifeste côte à côte et dénonce les idées de l'extrême droite. Le Front National est montré du doigt. L'enquête s'emballe, des centaines d'arrestations ont lieu, y compris dans les milieux skin du sud de la France. Mais ces auditions ne donneront rien, l'enquête est au point mort, jusqu'à l'été 1995. Jessie Foulon, une jeune carpentracienne, croit savoir que les profanateurs sont des jeunes fils de notables de la ville. Comment l'avez-vous su? Par une amie d'un profanateur. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Qu'ils avaient fait des comptes cimetières, qu'ils avaient déterré M. Germont, puis voilà, c'est tout. Le nouveau procureur voudrait croire à cette piste et annonce des mises en examen rapides. Les enquêteurs vont faire en sorte d'explorer ces nouvelles pistes jusqu'à ce que nous découvrions la vérité, et nous découvrirons la vérité. À Carpentras, tout le monde croit connaître les auteurs de la profanation. Tout le monde, y compris Jean-Marie Le Pen, qui demande le 11 novembre dans la ville des excuses publiques de la part de l'ancien gouvernement socialiste. Pourtant, l'enquête s'enlise. Le climat devient assez détestable au point que pour la bonne administration de la justice, le tribunal de Carpentras et le juge d'instruction, Sylvie Motte, sont dessaisis du dossier au profit du tribunal de Marseille. Aujourd'hui, plus de 6 ans après la profanation, retour à la case départ, la piste d'extrême droite. 2 mouvements sont évoqués, le Parti nationaliste français et européen, un mouvement néo-nazi, et le groupe Skin Charlemagne, tous 2 réputés pour leur extrémisme et leur violence. 4 anciens skinheads comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Marseille. Ils ont reconnu être les auteurs de la profanation du cimetière juif de Carpentras. C'était en 1990. Valérie Hermite, Philippe Jasselin. Madeleine Germont avait 80 ans lorsque la tombe de son mari Félix fut profanée et son corps exhumé. Cela fait maintenant presque 7 ans que Madeleine Germont attend ce moment-là. Tout à l'heure j'étais angoissée, maintenant ça va un peu mieux. Vous appréhendez de les voir? Non. Vous avez envie de les voir? Exact. Des prévenus, Madeleine Germont ne verra que leur dos. Jeans, sweatshirt, basket, seule leur coupe de cheveux, encore très courte pour 3 d'entre eux, rappelle ce qu'ils furent, des skinheads. C'est Yannick Garnier qui le premier a pris la parole, tout comme ce 31 juillet 1996, lorsqu'il s'était présenté spontanément à la police pour se dénoncer. Nous formions un groupe, dit-il, fasciné par l'ordre établi, l'apologie de la race blanche, l'antisémitisme et la haine de l'étranger. Oui, nous adhérions à la politique d'Adolf Hitler. Mais j'ai complètement changé, rajoute-t-il. À l'époque, j'étais embrigadé. Lorsque le président lui a posé la question de savoir ce qu'était le Troisième Reich, il a répondu « c'est le système qui a été créé par le... point de suspension, par Adolf Hitler ». J'ai le sentiment que le Führer est resté dans son esprit quelque part et que, bon, en fait, la seule sincérité qu'il ait, c'est d'essayer de faire table rase du passé, comme l'a dit le président, et de pouvoir offrir à sa future famille un visage plus respectable. Yannick Garnier dit pourtant être fier aujourd'hui, fier d'avoir parlé, fier d'avoir des regrets. Et aux autres jeunes qui seraient un jour tentés de faire comme lui il y a 7 ans, je leur dirai, répond-il, qu'il faut qu'ils reviennent dans le monde des vivants. Dominique Verdeillan suit pour nous ce procès. Alors Dominique, une particularité, ce procès intervient tout de même 7 ans après les faits. Oui, ce qui fait qu'on navigue aujourd'hui entre des autoportraits de nazis repentis et des prises de conscience à voix haute. Haineux, hier il se déclare tolérant, j'étais un lâche, influençable. Le Front National a parasité mes pensées, déclare l'un des prévenus. Il y a donc une volonté de se minimiser, une volonté aussi d'assumer un acte qui, au moment des faits, est considéré pour eux, je cite,
une grosse bêtise. Donc effectivement, le temps joue pour eux, il leur permet de se présenter aujourd'hui sous un jour un peu plus humain. On aimerait que ce ne soit pas simplement un système de défense. Alors Dominique, on se souvient des conséquences médiatiques énormes de cette affaire, mais qu'encourent ceux qui sont aujourd'hui jugés? Quelles sont les peines encourues pour ce type de délit? Oui, vous l'avez dit, la profanation de Carpentras, c'était l'émotion, le dégoût d'une communauté, d'une classe politique, de tout un peuple. C'est aussi 6 ans de dérapage judiciaire, médiatique, c'est aussi 6 ans de rumeurs, de manipulation. Eh bien, la réponse aujourd'hui judiciaire semble en décalage par rapport à cette émotion et ce dégoût, puisque le code pénal ne prévoit une peine maximum de 2 ans de prison, ce qui veut dire aussi que dans tous les cas de figure, les prévenus condamnés, à moins qu'ils soient évidemment relaxés, mais en cas de condamnation, ils seraient de toute façon libérés dans l'année qui vient. À Marseille, au procès des 4 jeunes auteurs de la profanation du cimetière juif de Carpentras, suite des débats aujourd'hui avec notamment la déposition du rabbin Citruc et cet après-midi l'exposé des faits par les accusés eux-mêmes. Dominique Verdeillan, Valérie Hermite. Le juge Sylvie Motte n'a jamais accepté d'être dessaisie du dossier. Elle a dû faire face aux rumeurs, aux manipulations, aux pressions médiatiques. Toutes les pistes ont été vérifiées, dit-elle. Il n'était pas question pour moi de fermer le dossier. Mais à la barre, Sylvie Motte se retient. Pour ce magistrat visiblement blessé, ce n'est ni le lieu ni l'heure des règlements de compte. Le procès est ailleurs. Quand les 4 prévenus mal à l'aise détaillent la profanation, on passe de l'horreur à l'immonde. Exhumation, simulacre d'empalement, tentative de décapitation. Cette nuit-là, ils n'ont éprouvé qu'une seule répulsion, l'odeur du cadavre. Courageuse, digne, Madame Germont apostrophe les 4 prévenus. Vous êtes des criminels, vous m'avez tué, je vais souffrir jusqu'à ma mort. Si au moins vous pouviez me dire pourquoi. Sol Garnier, celui qui a avoué, se lève. Je regrette tout ce que j'ai fait, c'était de l'antisémitisme, je voulais vous demander pardon. Ça m'a fait du bien de les voir et de lui parler. Il m'a bien regardé, il a compris. Pourquoi il a fait ça? Je lui ai demandé pourquoi. Ouais. Il ne peut pas me répondre. Alors ce soir résonnent encore les mots du grand rabbin Joseph Citruc. Ils n'ont tué personne, ils ont tué tout le monde. Le pardon ne sera effectif que lorsqu'ils auront compris ce qu'ils ont fait. Mais ce soir, force est de constater que pour 3 des profanateurs, le mot pardon n'appartient pas à leur vocabulaire. Autre procès à Marseille, cette fois-ci dans l'affaire des profanateurs de Carpentras. Le grand rabbin de France, Joseph Citruc, est intervenu au 2e jour de ce procès. Il n'est pas venu réclamer une sanction, mais il a souhaité que ces jeunes gens reçoivent une leçon. Valérie Hermite, Dominique Verdeillan. Pas de récit, pas de paroles de profanateurs ce matin. Tous ont écouté le grand rabbin de France dont le témoignage à l'audience fut hautement symbolique. Je voudrais surtout dire que ce n'est pas le procès de la communauté, c'est le procès de la France. Ça c'est important, c'est en fait l'humanité qui est ici en jeu, beaucoup plus qu'un homme. Joseph Citruc a stigmatisé la lâcheté du geste. C'est un cri de révolte que je pousse au nom de ceux qui ne peuvent plus le faire. C'est plus qu'une communauté qui a été insultée, c'est la France, c'est un pays tout entier qu'il faut réhabiliter. Et c'est à l'humanité qu'il faut redonner de l'espérance. Quelque part, ils vont grandir avec le mépris de l'autre, ils vont grandir avec la haine. Et la haine, il faut savoir l'extirper du cœur. Et l'extirper du cœur, il faut peut-être les aider. Il faut les aider par une leçon, il faut les aider par un enseignement. Je voudrais surtout dire que pour moi, l'histoire, ce n'est pas seulement les faits, c'est les leçons que l'on en retire. C'est beaucoup plus qu'une sanction que j'attends, dit-il au tribunal. C'est une leçon, et si elle est comprise, tout le monde aura gagné. Puis il s'adresse aux profanateurs. C'est vrai, vous n'avez tué personne, mais finalement, vous avez tué tout le monde. À Marseille, les profanateurs du cimetière juif de Carpentras ont entendu aujourd'hui les différents avocats de la partie civile les mettre en accusation, mais aussi ceux qui, par leur discours, ont inspiré leurs gestes. Reportage Dominique Verdeillan, Philippe Jasselin. Front commun du côté des avocats des victimes. Ce n'est plus le procès de 4 profanateurs, mais celui d'un 5e homme, Jean-Marie Le Pen. Le procès d'une idéologie, celle de l'extrême droite. Les prévenus l'ont admis, certes le 3e Reich les fascinait, mais le discours du Front National les a séduits, presque confortés dans la haine de l'autre. Vous êtes les rejetons de Le Pen, le boutiquier de l'immonde, lance un premier avocat. Vous êtes les instruments des partis fascistes, enchaîne un second. Vous êtes passés de la théorie à la pratique. Incontestablement, c'est la génération Le Pen, sont ceux qui, à un moment donné, baignant dans ce discours, influencés par celui-ci, pensant qu'on peut tout dire. Et si on peut tout dire, on peut tout faire. Devant le risque d'une banalisation du discours, devant la crainte de voir l'histoire se répéter, les avocats des partis civils veulent donner à ce procès une valeur pédagogique.
On a indiqué à ces gens que le juif était différent, que le juif était nuisible pour la société française, et c'est ce qui les a motivés, et c'est la raison pour laquelle ce procès doit être pédagogique, pour montrer que cela n'est que fadaise. À la veille des réquisitions, les 4 profanateurs sont passés au second plan. Alors, soulignant le côté dérisoire de la peine encourue, 2 ans de prison au maximum, les victimes ne parlent plus de sanctions, mais de leçons. Ce qu'il faut encore retenir de l'actualité aujourd'hui en France et à l'étranger, en commençant par le jugement dans l'affaire de Carpentras. 7 ans après la profanation du cimetière juif, 4 hommes ont été condamnés à de la prison ferme. Karine Chana, Lionel Cotu. Les profanateurs n'ont exprimé aucune émotion à l'annonce du jugement. Le tribunal a suivi les réquisitions, 2 ans de prison ferme pour Patrick Laonegro et Olivier Fimbry. En revanche, il a alourdi de 18 à 20 mois de prison la peine de Yannick Garnier et Bertrand Nouveau. Ce jugement est important parce qu'il comporte une sanction qui est une sanction républicaine sur des faits qui sont des faits inhumains. Et puis parce que c'est un jugement, c'est une décision qui fera date. De son côté, Madeleine Germont est restée chez elle, ne voulant pas s'infliger une épreuve supplémentaire. Aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est oublier. J'ai bien assez, hein. Oh là là, surtout pour ce que j'ai eu comme récompense à Carpentras. Il n'y a pas eu une personne qui a été gentille avec moi ici. Ni la synagogue, ni l'église. Épilogue judiciaire de l'affaire de la profanation du cimetière juif de Carpentras. Les 4 skinheads ont été condamnés à des peines de 20 à 24 mois de prison ferme. Reportage Valérie Hermite, Éric Giorgio. Plus que quelques minutes et Madeleine Germont connaîtra l'épilogue judiciaire de la profanation de la tombe de son mari. À 1 mois près, c'était il y a 7 ans. Que ça finisse, je n'en peux plus, je suis fatiguée. J'en ai assez. Et je voudrais quitter Carpentras. Le tribunal vient de condamner à 2 ans de prison ferme, soit la peine maximale, Olivier Fimbry et Patrick Laonegro. Qu'est-ce que c'est 2 ans de prison? Avec ce qu'ils ont fait, je comprends rien à la justice française, moi. Qu'est-ce que vous auriez préféré? Ben, je ne sais pas, finalement je ne sais plus rien. Ils m'ont rendu folle, moi, alors c'est pas difficile. Elle ne sait plus très bien quoi penser, Madeleine Germont, à la fois déçue tout en ne regrettant pas le pardon qu'elle leur a accordé. Au même moment, au palais de justice de Marseille, le jugement vient de tomber. 2 ans, le maximum pour Fimbry et Laonegro, les plus déterminés, ceux qui, selon le tribunal, semblent encore inspirés par les relents de leurs pensées. 20 mois pour Garnier et Nouveau, ceux qui ont demandé pardon. Puisqu'on a châtié avec cette peine de 2 ans d'emprisonnement les mains qui ont agi, il espère que ce procès aura un enseignement pour les têtes qui pensent, c'est-à-dire pour ceux qui véhiculent une idéologie pareille. À Carpentras, cette fois, le maire respire. La ville pourra peut-être enfin tourner la page. L'image de Carpentras était salie, il faut bien le dire, et on était un point noir sur la carte. Donc j'espère qu'aujourd'hui, les Français verront d'un œil neuf et d'un œil nouveau notre ville. Madeleine, elle, a pardonné mais n'a rien oublié. Elle voudrait maintenant quitter la ville, mais le pourra-t-elle vraiment ?